Amis, bonsoir, c'est toujours pour moi un plaisir et un privilège de vous retrouver pour notre rendez-vous Culture, l'autre regard. Et comme j'ai coutume de vous le dire, si la formule est usée, le sentiment qu'elle exprime n'en reste pas moins toujours aussi vif et renouvelé. Dans les rapports entre infrastructure et superstructure, le développement de la conscience retarde toujours sur le développement matériel et c'est souvent les femmes qui font les frais de ce retard, raison pour laquelle elles sont très souvent à l'avant-garde des luttes progressistes. C'est ce que nous allons voir ce soir avec mes deux invités. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Madame Fella Andalusia. Madame Andalusia, bonsoir. Bonsoir Jawed. Merci d'être parmi nous ce soir. C'est un plaisir comme toujours. Toujours un plaisir de vous recevoir. J'ai eu l'immense plaisir de vous découvrir, d'abord la romancière que vous êtes avec Camilla, un volcan de sentiments, votre premier roman qui fut un très grand succès de librairie. Vous êtes revenu à la littérature et sur ce plateau avec le poème et la nouvelle à travers Écrime en histoire, ce recueil hybride que nous avons découvert ensemble. Et comme vous aviez laissé vos lecteurs un petit peu sur leur faim avec ce premier volet qui laissait entrevoir une suite, vous n'avez pas failli à vos engagements et vous êtes revenu avec Camilla, la voix de la Renaissance, avec un très beau mot d'introduction de Fouziya Berkani, une très belle préface d'Inès Hayouni et une non moins belle illustration de l'artiste peintre Kemel Noor. C'est ce qui va être au menu ce soir avec vous. Merci encore d'être parmi nous. C'est un plaisir et merci de m'avoir invité. Merci à vous. Et puis un grand défenseur de la cause progressiste et de la cause des femmes. J'ai l'immense plaisir d'accueillir M. Najib Stambouli. Monsieur Stambouli, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci de l'invitation. Merci à vous de l'honorer. Vous êtes très connu, mais on vous présente quand même pour ceux qui vous ne connaîtraient pas encore. Journaliste, écrivain, auteur de très nombreux ouvrages, parmi lesquels on peut citer Ma piste aux étoiles, l'un des ouvrages les plus connus, lui aussi un immense succès de librairie. Le mauvais génie, pour lequel j'ai eu le plaisir de vous recevoir. Juste une gifle, pour lequel d'ailleurs on avait découvert ou redécouvert cette fibre féministe, si on peut dire, qui est la vôtre. Et vous revenez justement sur ce thème avec La footballeuse, tout récemment édité et qu'on va découvrir avec vous ce soir. Merci encore d'être parmi nous, M. Stambouli. Encore merci. Galant comme vous êtes, vous comprendrez que ladies first et vous ne démentirez pas votre réputation. Je me tourne donc vers Madame Fella Andalusia et notre chère Camilla, à laquelle on s'était attaché avec le premier volet, Camilla, un volcan de sentiments. Alors, si vous voulez bien, on va effectuer avec vous un petit rappel. Nous avions laissé Camilla face à une rupture qu'il avait laissée pour le moins, on va dire, anéantie. Exactement. Donc, une première rupture amoureuse. Elle était jeune, donc entre 18 et 20 ans, donc c'est encore jeune. C'est le volcan des sentiments. C'est le volcan de sentiments. Et puis là, elle est en plein deuil. Et comment se reconstruire après un premier deuil amoureux? C'est comme ça que commencera donc le deuxième tome ou de la saga. Comment se reconstruire après une épreuve douloureuse. Et là, il s'agit d'un deuil amoureux d'une jeune adolescente. Voilà. D'un deuil amoureux, mais aussi d'un nouvel amour qui va se construire. Exactement. Et on l'avait entrevu dans le premier volet, cette complicité. Avec Mounir. Voilà, avec Mounir. Cette rivalité aussi. Certes. Voilà. Et dans ce volet-là, vous allez montrer comment ces liens vont petit à petit se tisser. Tout à fait. Et passer de l'amitié, disons, à l'amitié un peu plus amoureuse jusqu'à l'éclosion des sentiments. Exactement. Exactement. Je voulais au fait parler du mariage de raison. On en a tant parlé et voilà, on parlait toujours à l'époque des années 80, le mariage de raison, le mariage de raison. Et je pense que les mariages de raison entre familles étaient les plus réussis. Bon, je reste quand même sous mes réserves, mais il y avait moins de divorces. Est-ce que c'était la famille, c'est-à-dire la cohabitation avec les grands-parents, etc., qui étaient là, derrière ce couple, ce jeune couple, à les construire, à les former. Et voilà, je voulais dire qu'un mariage de raison pouvait s'en transformer avec des liens plus sincères, plus amoureux, c'est-à-dire qu'il y ait de l'affection, de l'amour après, même s'il a débuté par de l'amitié. Je voulais un peu explorer ça, et puis ça a marché, enfin, pour Camilla et Mounir. Justement, elle se retrouve un peu face à ce dilemme. Pour elle, c'est juste un ami, tout à fait. Enfin, un cousin. C'est difficile. Voilà. Lui ne cache pas ses sentiments envers elle. Et elle se retrouve avec ce conseil un peu qui peut paraître désuet de Tout à fait. Là, c'est un peu la grand-mère qui va être c'est-à-dire qu'elle va se livrer. Cette grand-mère
c'est pas la maman donc, du père de Camilla, c'est une Sipto. Et Camilla, elle veut avoir des comptes rendus de tout le monde. Elle va se projeter en avocate. Elle va demander des comptes parce qu'elle ne veut pas commencer une nouvelle vie sans avoir ses réponses. Et il faut savoir que durant les années 80, il n'y avait pas M. Google qui nous donnait les réponses. Et je voulais un peu, à travers ce dialogue, quelquefois silencieux ou muet, entre la grand-mère, son père, sa mère et la société qui représente un échantillon de la société, ce ménage algérois et d'intellectuels, comment Camilla aura ces questions pour pouvoir entamer une nouvelle vie, disons une nouvelle relation, plus saine, plus réfléchie, etc. Elle ne veut plus souffrir. Et donc, elle va commencer à demander, à poser des questions, à harceler sa grand-mère et elle finit par cracher voilà, la vérité, lui expliquer pourquoi elle veut que ce soit un homme qui soit amoureux d'elle et pas le contraire par rapport à son expérience avec son grand-père. Et elle lui explique vraiment la vraie vie. Et c'est ce qu'elle voulait, Camilla, comprendre la vie pour entamer une nouvelle relation. C'est aussi, vous montrez dans ce roman les conflits de génération, même si c'est un terme très galvaudé, hein, on brode un peu beaucoup là-dessus. Oui. Néanmoins, vous montrez à travers Camilla qui se trouve dans une période charnière, celle des années 80. Exactement. On est encore à cheval entre traditions parfois archaïques tout à fait. et émancipation qui commence justement à poindre le bout du nez. Et Camilla avec son côté... oui, libéral, mais c'est son papa. Donc elle revient toujours à son père, elle lui dit « Pourquoi tu m'as donné tous ces enseignements? Pourquoi tu m'as encouragé à lire tous ces livres? Pourquoi tu m'as encouragé à dire mon avis, à analyser, à réfléchir? Et tu suis la voie de ma grand-mère maternelle. » Donc pour elle, c'est incompréhensible. Elle ne tolère plus ces secrets, ces cachotteries, ces fausses croyances. Et elle les affronte. Elle les affronte, elle n'a plus rien à perdre. Et je voulais au fait donner la parole à ces personnes, à toutes les personnes qui se retrouvent piégées dans le rôle d'éducateur. Que ce soit le papa, un grand frère qui est l'aîné, ou la grande sœur, un oncle s'il n'y a pas le père, etc. Je voulais leur donner l'occasion, pas de se justifier, de nous expliquer qu'eux-mêmes ont eu cette éducation, qu'ils n'ont pas d'autre mode d'éducation. Et c'est à travers cela qu'on comprend ce que nos grands-parents nous disaient. Pas qu'on leur pardonne, qu'on comprenne, c'est important, et qu'on nous aime, parce qu'on va savoir et confirmer que c'est par amour qu'ils ont fait cela. Et Camilla ne s'arrête pas, parce que son père, au fait, l'a formée de cette façon. Elle ne s'arrête pas, elle veut comprendre, elle veut tout comprendre. Et ça fatigue, bien sûr, les adultes qui, quelquefois, veulent garder leurs propres secrets. Alors, on a coutume de gloser sur le patriarcat. Néanmoins, y compris d'ailleurs chez M. Stambouli, on va le voir dans un moment, je ne compte plus le nombre de fois où c'est le père finalement qui soutient la fille, qui la pousse vers l'émancipation et vers le fait de transgresser des conventions archaïques, et ce sont les mères, les grands-mères, les tantes qui freinent des quatre pieds contre cette émancipation parce qu'elles sont dans la reproduction du même. Ce sont finalement elles les gardiennes du temple, entre guillemets. Exactement. La belle-mère, et donc le patriarcat parfois a bon dos. Exactement. Donc le papa, il tient bon, il est face à toute une famille, comme vous dites, et puis constituée de femmes. Et puis c'est pas sa mère qui fait tout ce tapage et... C'est une Sipto, donc il y a un peu le respect, il y a comment il va faire, comment entre sa femme, la grand-mère maternelle. Oui. Voilà, c'est une Sipto. Donc il ne peut pas aller à l'irrespect, il ne peut pas lui manquer de respect. Il sait au fond de lui qu'elle a raison, mais en même temps il ne veut plus, il veut arrêter au fait ce mode d'éducation. Il veut former sa fille. Comme c'est l'aînée, automatiquement elle sera gardienne de sa petite sœur. Et donc il est un peu dans cette lutte parce qu'il a sa propre famille et la famille de sa femme qui est contre lui. Dans un moment où il n'y a pas tout cela, il n'y a pas toute cette émancipation, la fille ne découche pas, il y avait beaucoup de choses qui semblent maintenant tout à fait banales, mais à l'époque, tout était strict, tout était étudié, calculé, il fallait avoir une demande d'audience et avoir la validation, on ne pouvait pas agir comme ça. Et ce qui est ironique, et je voulais un peu pousser les choses voilà, dans la dérision, c'est qu'il fallait qu'elle ait la permission de sa grand-mère. Son père lui dit oui, mais il fallait que, voilà, il fallait que Mano... Un matriarche... Ben oui. Et sa mère, elle était sous l'emprise de sa maman. Elle était un peu, pas affaiblie, mais très gentille. Effacée, très, oui. Voilà. Et donc, la maman qui remettait toujours en question l'éducation et qui trouvait son beau-fils complètement fou, de laisser comme ça sa fille.
Et c'est à travers tout cela que voilà, le lecteur pourra se projeter. Et je suppose qu'il y a beaucoup de cas, comme le cas de Camilla avec son père, qui est plus ou moins intellectuel, qui essaie de la pousser, de la propulser pour qu'elle soit indépendante financièrement, pour qu'elle soit forte, pour qu'elle prenne ses propres décisions, et réfléchir et analyser avant de prendre ses propres décisions, même en amour, même dans une relation de mariage. Et lui, le mariage, pour lui, c'est le dernier maillon de la chaîne. Les études, travailler, avoir son diplôme, et ensuite on pensera. Mais elle est en même temps sous la pression de, comme il y a eu un échec, comme tout le monde parle, et voilà, il y a les commérages, il y a les non-dits, elle veut absolument être rassurée et voir cette Camilla hyperactive, belle, en plein, voilà, se caser. Voilà, c'était ça un peu. On va justement voir toutes les péripéties autour de cette histoire. Cependant, on va se tourner vers M. Najib Stambouli, qui lui aussi nous a peint un personnage haut en couleur et fort de caractère. Dans La footballeuse, on va découvrir Tinhinan Hamri, qui est justement cette jeune fille, pardon. Ben, c'est une jeune fille qui est née, qui a évolué dans son enfance, son adolescence, dans un village de l'intérieur du pays, des hauts plateaux, dont je décris toutes les pesanteurs sur la personne, sur la famille, la culture du village, de l'intérieur, toutes les pressions sociales. Et par la suite, elle va évoluer. Elle fait un choix qui n'est pas classique dans ce village et je dirais dans l'Algérie entière, c'est de jouer au football. Et elle... C'est-à-dire, ce n'est pas un choix qui va couler dans un long fleuve tranquille, Loin de là. le moins que l'on puisse dire. Elle va être confrontée à des résistances, à commencer par des membres de sa famille et à d'autres résistances. Et elle va évoluer par la suite. Alors, comme footballeuse. Tout à fait. Son père est retraité, sa mère est enseignante. Elle jouit justement de leur soutien, malgré le fait qu'elle soit déjà, justement, que sa passion pour le football soit déjà le sujet d'inquiétude de l'assemblée du village, et notamment du chef du village, dont vous dites avec beaucoup d'ironie qu'il est justement chef un petit peu par son âge et beaucoup par sa richesse. Ah oui, parce que c'est un notable un peu classique, un féodal en réalité. Ouais. C'est-à-dire, il est commerçant, et puis... c'est le chef du village, c'est le seigneur, et il fait la pluie et le beau temps, et en réalité, beaucoup plus la pluie qui normalement est bienfaitrice, mais ça c'est dans le sens le moins valorisant, et on va le découvrir plus tard, qu'il ne s'arrête pas à donner des injonctions, il pousse sa force, sa puissance néfaste jusqu'à essayer d'agresser physiquement cette même Tina et qui ne va pas se laisser faire. Voilà. Certes, et on l'a dit, le père lui soutient tout à fait, totalement les projets de sa fille. Les frères, cependant, sont beaucoup moins ouverts et sabotent constamment les ambitions de leur sœur, plus par conformisme que par autre chose. D'ailleurs, vous dites à leur sujet, à vouloir plaire à tous, on montre patte blanche à tous, on ne s'élève pas impunément dans les louanges collectives. Ah oui, absolument, parce que les deux frères, c'est-à-dire c'est le prototype de personnes qui se soumettent au poids de la société pour faire bonne figure, je crois que c'est le terme, hein, pour montrer patte blanche, je le dis, et ils vont eux aussi jusqu'à faire une tentative d'agression physique sur leur sœur lors d'une manifestation de joie, et heureusement pour Tina, ça se termine bien pour elle et mal pour eux. Oui, puisque grâce à son talent, son petit club régional va briller en Coupe d'Algérie. D'ailleurs, c'est un peu la stratégie de beaucoup de clubs, ou en tout cas de joueurs de clubs régionaux, c'est d'essayer de briller en Coupe d'Algérie afin de se faire remarquer. De se faire remarquer par la télé, voilà. Et donc, elles arrivent jusqu'au 8e de finale, c'est un immense accomplissement.
il y a un défilé pour féliciter ces jeunes footballeuses qui sont allées aussi loin et qui ont dû s'incliner face à un grand ténor de la première division. Et c'est là justement que les frères ne supportent pas de voir leur sœur sous les feux de la rampe. Voilà, absolument, parce qu'il y a de la jalousie, il y a surtout le fait que cette force de caractère, elle est étalée au grand public. C'est ce qui les gêne, ce qui les dérange le plus. Et cela, ils ne le supportent pas. Ils font voir, ils expriment ce rejet, ils l'expriment violemment. Alors, la stratégie est efficace puisque Tina se fait justement, Tin Hinan, qu'on appelle Tina, se fait justement remarquer et reçoit l'offre d'un grand club. Et là, c'est toute sa vie qui va être bouleversée. Oui, sa vie, elle bascule par l'offre que lui fait un grand club d'Algérie d'abord, et puis où elle éclot d'abord, elle s'épanouit en plus, et c'est l'ascension à la limite classique d'un footballeur avec beaucoup de talent, qui a un don, et elle évolue petit à petit. Bon, elle apprend déjà tout ce qui se trame autour du métier, de la passion de football, et par la suite, et elle va évoluer au fur et à mesure. En même temps, elle s'interroge. Et en même temps, il y a des aventures qui n'ont rien à voir avec le football. Oui, elle est en but à une étrange persécution, voilà, qui va aussi constituer une des péripéties du roman. Voilà, absolument. C'est la persécution qui trouve son origine dans une tentative d'agression physique à laquelle elle réagit, et par la suite, c'est une suite de phénomènes, d'actions, de contractions, et la personne, plutôt un des membres de ça, c'est-à-dire elle sera persécutée de façon étrange, et ça va jusqu'à des tentatives d'assassinat, des tentatives de meurtre auxquelles elle échappe à chaque fois miraculeusement. C'est-à-dire c'est l'aspect un peu rocambolesque, c'est l'ingrédient romanesque du roman, voilà. Justement, en filigrane, vous montrez aussi l'écart qui existe entre le football professionnel masculin et sa contrepartie ou son homologue féminin. Voilà, bien sûr. Pas du tout les mêmes conditions. Ce ne sont pas les mêmes conditions, c'est valable partout dans le monde, et d'ailleurs il y a aussi partout dans le monde des footballeuses ou aussi dans d'autres sports qui font une bataille syndicale tout simplement pour l'égalité salariale entre hommes et femmes, et elle aussi, elle va mener ce combat, elle ne se laisse pas faire, c'est-à-dire pour essayer sinon d'effacer l'écart, du moins de l'atténuer. Oui. Et elle arrive aussi à mener bataille. Ce n'est pas le genre à haranguer les foules ou à arborer des banderoles, mais elle fait, c'est sa façon, sa manière de lutter, c'est par la négociation, et elle arrive à ses fins. Justement, vous décrivez comme une immense victoire le fait qu'elle ait négocié le paiement de ses coéquipières, c'est-à-dire que même dans des grands clubs, les filles ne sont pas forcément salariées. Oui, oui, absolument. Et elle arrive à avoir ce résultat. Bon, il y a un exemple réel, là, c'est aux États-Unis. Malheureusement, j'ai oublié son nom. C'est la grande footballeuse américaine qui se teint les cheveux en violet et qui a mené ce combat-là pour l'égalité salariale entre hommes et femmes. Parce que, j'espère que le lecteur devinera, c'est que ce n'est pas tant un article, un roman sur... Quand je dis article, c'est la déformation professionnelle. C'est ce que vous faites plus souvent, oui. D'accord. Et c'est un roman pas tellement sur le football ou la footballeuse, c'est sur la femme, c'est sur le combat de la femme, sur sa résistance et son éternel combat qu'elle mène, que mène Tina. Et on va voir les autres combats qu'elle va mener puisque sa carrière ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Cependant, on va revenir à une autre frondeuse en la personne de Camila.
donc les liens avec Mounir se resserrent petit à petit, les questionnements sont aplanis aussi petit à petit. Et puis finalement, lui qui s'est déclaré depuis un moment déjà, va recevoir le oui qui va le rendre enfin rassuré. Voilà. Et donc, en parlant, M. Stowley, de persécution, donc tout va par le mieux, elle est soulagée, etc. Elle accepte, donc elle est dans l'euphorie. Tout le monde commence à préparer les fêtes. En parlant de fêtes, donc j'ai tenu à parler de certains gâteaux algérois qui sont très difficiles à réaliser. Oui, c'est tout le patrimoine qui revient. Qui revient, voilà, comment préparer la fête. Et puis, toutes les phases, donc, je voulais un peu voilà, rendre hommage à nos grands-mères, comment ça se faisait avant. Les poèmes aussi qu'on récitait. Exactement, pendant le henna, voilà. Donc, les noubettes, quelques noubettes aussi. Et elle est vraiment enfin heureuse. Tout le monde, toute la famille est apaisée. Et il y a une personne qui va reprendre, qui va revenir à la charge, et c'est la maman de Mounir, donc, qui va commencer à la persécuter. La maman de Mehdi plutôt. De Mehdi, voilà, pas de Mounir, au contraire. Oui. Donc de Mehdi qui va étant l'ex-fiancé. Voilà. Et là, je voulais un peu parler du PN, donc de ce profil. Du pervers narcissique. Du pervers narcissique manipulateur, parce que si elle n'était pas une perverse narcissique et une prédatrice, une fois qu'elle a laissé tomber son fils, c'est bon, c'est réglé. Mais non, elle ne veut pas la voir heureuse. Comment son fils, il n'est pas là, il est à l'étranger, et elle se fiance, et la vie continue pour elle. Et là, c'est toujours le papa, le soutien du père qui est là pour la calmer. Et elle se manifeste le jour de la Fetha. Donc, c'est la petite Noura. Je parle aussi de Noura, ce personnage qui revient en force dans la vie de Kamila parce qu'elle a grandi depuis lors. Et Kamila est sa sœur aînée, donc elle est là, elle veut lui éviter les douleurs qu'elle a passées par rapport à la mutation du corps, de l'esprit, elle veut la protéger. Et je parle beaucoup du rôle de l'aîné, d'une façon générale, parce que voilà, on a tendance voilà, à le détester quand on est jeune, l'aîné, parce qu'il est toujours dans le sermon, etc. Et puis on se rend compte en grandissant que c'est la personne qui nous aime le plus. Je voulais aussi parler et rendre hommage à beaucoup de personnes dans la famille, dans la petite ou la grande. Et Kamila n'en peut plus. Elle sait qu'elle ne va jamais la lâcher, mais Mounir est là pour la rassurer. Son père est là pour la rassurer, sa grand-mère, toute la famille, au fait, est là. Maintenant, elle a 2 familles, au fait. Et vous montrez un petit l'importance d'être entourée par la famille élargie. Exactement. Chose que les familles nucléaires aujourd'hui trouvent de moins en moins, avec justement cette atomisation. Tout à fait. Tout à fait. Au fait, je fais un peu des allers-retours entre le présent et le passé, comme des études comparatives. L'après-avènement de la mondialisation, où on veut habiter seul dès le premier, et comment les belles-filles et les beaux-fils, les gendres se formaient avant, en côtoyant justement cette grande famille. Ensuite, ils allaient ailleurs après 5 ans, 7 ans, tout dépend de la durée. C'est d'ailleurs une question sur laquelle le père de Kamila va buter un peu. Il ne va pas accepter, il ne va pas négocier cela. Pour lui, il a habité seul avec sa maman, il est hors de question. Avec sa femme. Avec sa femme, oui. C'est-à-dire la maman de Kamila. Voilà. Et c'est tout le monde qui est choqué au fait. C'est vraiment presque un incident diplomatique parce qu'il leur dit non, il n'y a pas le logement, non, carrément. Et là, il devient un peu dingue, il est comme voilà, un forçat, il est comme un lion enragé. Pour lui, c'est impossible, il ne voit pas sa fille cohabiter parce qu'elle n'a pas l'habitude. Et il craint que son caractère un peu... Son caractère, elle n'a pas de formation de la cohabitation, parce que quand on vit en cohabitation, automatiquement, tout est normal. Tout va de soi. Tout va de soi. Et il a peur des retombées, il a peur d'un conflit, etc. Et ce qui est marrant, je voulais un peu parler de la grand-mère paternelle de Kamila, cette gentille femme qui est à un âge avancé, qui va à l'Amra, al-Hajj, qui ne se mêle pas de la vie de ses enfants, très bienveillante. Et là, on va intervenir pour la solliciter et pour lui dire, voilà pourquoi il nous connaît et tout, pourquoi il dit non. Et il va lui dire, Ima, alors elle ne comprend rien, elle lui dit, mais tu la connais, mais c'est ta sœur, cette future belle-mère. Elle était ma sœur, elle va devenir Msiba. Est-ce que tu te dis que ma fille sera heureuse? C'est un peu les papas qui ont des aînés, qui aiment leur fille et qui ne... Eux-mêmes, ils sont dans le déni. Il y a tel climat, mais il y a presque un complexe d'Électre à l'envers. Exactement. Et il devient un peu fou durant cette période, mais Kamila ne comprend pas. Mounir, il dépérit, la famille est en attente, la maman ne peut rien faire, personne ne peut le persuader. Et puis un jour, il y a un miracle.
Il lui dit, voilà, tu l'appelles, tu lui dis de venir à mon bureau, donc là où il travaille. Et il lui dit, enfin, oui. L'entrevue que tous les gendres redoutent. Oui. Voilà. Donc il a passé un sacré quart d'heure, notre cher Mounir. Mais il n'en dit rien à Camilla. Il lui dit, c'est Hadrat Arjal et tout. Et elle n'est pas rassurée. Il lui a dit, mon père, c'est pas un cannibale, il va te manger, il a juste peur pour moi. Et après cela, donc Camilla, et personne ne sait comment ça s'est passé. Il trouve un compromis. Dès qu'il y aura la deuxième belle-fille, ma fille sort de la maison familiale. Voilà, donc j'ai essayé un peu de trouver des compromis, des différents scénarios qui peuvent se prêter à toutes les situations de l'époque et surtout à mettre en évidence ce père trop bienveillant. D'ailleurs, j'ai mis peut-être trop bienveillant parce qu'il blâme un peu. C'est tout le monde qui était scandalisé par son comportement, mais lui, il était pour lui dans c'est-à-dire la justesse de la chose. C'était logique pour lui. Camilla devait habiter. Il lui a dit, j'ai pas exigé un 5 pièces ou la FAIKFI, mais je veux que tu vives la première année, les deuxièmes, etc., troisième, dans ton intimité pour que vous ayez le temps. C'est comme apprendre à conduire. Voilà, un nouveau permis. Il faut démarrer très tôt, éviter les encombrements, les gens énervés, et puis doucement, doucement, on apprend et la conduite et à se comporter avec les autres conducteurs. Et donc, lui, il a été très résistant et voilà, très en colère par rapport à cette situation. Alors, toutes ces situations, vous nous plongez dedans, notamment grâce à un usage très fréquent que vous faites du dialecte algérois, du parler algérien en général. C'est-à-dire que vous le reproduisez, vous le transcrivez en fait. Exactement. Et ça donne un naturel au dialogue. C'est-à-dire au beau milieu d'une phrase en français, là oui, tout de suite on ça. Ah ben c'est ça. Parce qu'il va lui dire Yimma, c'est-à-dire que je me retrouve un peu dans Aïni, dans la grande maison, oui. dans notre culture. Et donc tout le monde au fait se retrouve. Même si c'est d'autres régions, c'est des petits rappels. Et je tenais à le faire pour mes grands-mères parce que, comme je l'ai dit, je le redis, quelquefois on a honte de pas de nos origines, mais de ces mots qui sont gênants, surtout les couleurs en algérois. C'est-à-dire tout de suite, on te classe. Et donc, on préfère parler, voilà, ou bien l'arabi al-fusha, ou bien en français. Et ça m'a un peu persécutée durant surtout le primaire et tout le monde qui rit, qui ne comprend pas. Et je voulais, c'est pas une revanche, mais plus de rendre, parce qu'elle me disait, pourquoi tu as honte? Tout le monde parle sa langue et toi? Et je voulais leur rendre hommage, même si elles ne sont plus là, je suis certaine qu'elles auraient été très très contentes de voir leurs mots. Le ma'ani, toi tu es là, tu es en train de déjeuner, elles parlent de toi, mais elles parlent d'une autre personne, mais toi tu n'es pas au courant et tu manges, et elles sont en train de te scruter, avec le ma'ani, et puis des mimiques incroyables de nos grands acteurs. Donc c'était ça. Vous rendez aussi très bien dans le roman à quel point, puisque Camilla et Mounir vont finir par se marier, et vous rendez, mais alors à quel point la cérémonie de mariage, et ça, je ne connais presque aucun marié ou aucune mariée qui ne serait pas d'accord, à quel point la cérémonie de mariage est faite pour tout le monde, sauf pour les mariés eux-mêmes. Exactement. Là, je voulais en parler parce que c'est très stressant. Déjà, sans tout ce protocole, c'est stressant. Et Camilla, elle finit par exploser. Elle n'en peut plus. Oui, c'est même plus un protocole, c'est un tombereau de simagrées auquel doivent se plier les Exactement, les et ne pas dire non. Alors, obligé de mettre une tenue de la cousine, obligé... Faute de quoi elle serait vexée. Très vexée. C'est un incident. Tout est porteur d'incidents diplomatiques. Alors, Camilla fait ci, d'ailleurs j'ai mis ça, Camilla fait ci, Camilla fait ça, Camilla tais-toi, Camilla... Et à un certain moment, elle n'en peut plus parce qu'elle ne voit pas son père réagir. Et son père, toujours, il vient l'amadouer, il la trouve en train de sangloter dans sa chambre et lui dit « Toutes ces personnes t'aiment. Elles essaieront de faire de ce jour magnifique le jour le plus parfait. » Mais elle ne veut pas la perfection. Elle est usée. Mais pour qui? Voilà, pour les autres. Le plus parfait, mais pour qui? Exactement. Et ça commence par la coiffeuse, par le hammam, par les cadeaux qu'elle est obligée de porter. Et souvent, il y avait même la aroussa, je parle de ça. Donc, tu es là, et il y a une aroussa qui vient de se marier, ça fait un mois, et elle fait tsdera avec toi. Alors, imagine si elle est disgracieuse, la nouvelle mariée. J'ai assisté à des mariages où c'était très triste, et j'avais beaucoup de peine. Donc, peut-être qu'elle a plus les moyens, donc c'était insensé, et j'étais révoltée.
Et je voulais en parler parce que vraiment, c'est gênant pour la famille de cette nouvelle mariée, pour l'ancienne mariée, mais il y avait une aisance. C'était tout à fait normal, tu n'avais pas le droit de refuser. Alors, au lieu de mettre le marié devant toi, c'était une autre mariée. Elle, la même chose avec sa valise et tout, la coiffure, pour celle qui s'est mariée depuis 2 ou 3 mois. Je voulais parler de toutes ces pratiques archaïques, de certains rituels païens, de tout ce qui existe encore, beaucoup moins, fort heureusement. Mais ça existe et c'est très gênant pour les deux, l'époux et l'épouse. Il y a pire comme pratique archaïque. Hein. On a dit qu'il fallait mettre des réserves. Voilà. D'ailleurs, on les découvre dans le roman. Et on se rend compte aussi que quelque part, c'est cette solidarité tribale, familiale, c'est la rançon de cette solidarité que de se plier aussi aux exigences de la tribu. C'est-à-dire, on est là pour toi, mais en contrepartie... Voilà. Fais-nous plaisir. Voilà. Fais-nous plaisir. On te dicte ne romps pas les traditions. C'est un peu ça. C'est le père de Camilla qui vient et qui lui dit, écoute, tu vas manquer de respect à qui? À ta grande-tante qui t'adore, ton unique tante, à tes grands-mères qui se plient, ça fait des jours qu'ils préparent ces gâteaux, le qnidlat, baklawa. À qui? À ta maman, à qui? À la couturière qui est en train de se plier en 4. Mais elle a décidé de supporter et ça l'a soulagée au fait. Elle a lâché prise. Faites ce que vous voulez, c'est un jour, ça va passer. Et elle a pris le conseil, elle a pris en considération le conseil de son papa et ils étaient tous les deux au fait apaisés et tout le monde était heureux. Et voilà, c'était ça. Voilà. C'est aussi ça l'art du compromis Exactement. Qui permet de faire évoluer les choses sans trop heurter les sentiments des uns et des autres. Exactement. Une qui ne va pas se gêner pour heurter parfois les sentiments des uns et des autres, c'est Tinhin Al-Hamri, la star donc, de ce club algérois qu'il a recruté. C'est ce qui va permettre d'ailleurs à sa famille, à ses parents plutôt, de laisser les 2 frères empêtrés dans leur archaïsme, dans l'univers étroit de la tribu. Et les parents vont emménager à Alger avec Tina, qui va négocier. C'est une clause du contrat. Hein. Tout à fait, c'est une clause du contrat qu'elle va négocier. Et elle va briller de 1000 feux dans son nouveau club. Ah oui, absolument, parce que son talent intrinsèque est indéniable. Et elle va fructifier ce talent à Alger, d'abord dans la capitale, et ce sera le piédestal, ce sera la rampe de lancement pour une autre carrière, et sans jamais lésiner sur ses principes, sur ses convictions. Elle continuera. Elle va tellement briller d'ailleurs qu'elle va recevoir, c'était un peu la conséquence logique, elle va recevoir une offre pour jouer dans un club à l'étranger. Voilà, c'est le cheminement quasi classique parce que c'est son niveau, c'est un top niveau et elle va pouvoir évoluer dans un championnat européen. C'est là où elle découvre le milieu professionnel, certes au niveau sportif, c'est toute une émulation, mais au niveau humain, c'est beaucoup moins épanouissant. Ah oui, absolument. Donc, au niveau purement sportif, elle s'est épanouie, mais tout l'environnement, notamment... Médiatique, déjà? Médiatique. Bon, il y a le versant qui l'arrange, c'est-à-dire elle supplie. Hein. Il y a le versant positif, qui sont des contrats faramineux de publicité. Bien sûr, là-bas, c'est l'image, parce qu'en réalité, ce n'est pas la personne de Tina qu'on met en valeur, qu'on exploite, c'est son image. Et il y a des contrats de publicitaires absolument faramineux. Elle apprend, en même temps, elle est obligée d'apprendre un peu le métier de comédienne, ce qui lui permet de maîtriser ses émotions, de mieux asseoir sa personnalité, et elle continue à évoluer tout en observant ce même environnement qui lui procure d'énormes satisfactions, mais en même temps sur la lancée d'énormes et de très pesantes interrogations sur qu'est-ce qu'elle est en train de faire ici. Voilà. Elle découvre aussi, j'allais dire à son corps défendant, la psychologie des foules, puisque ceux qui dénigrent aujourd'hui adulent demain, dénigreront après-demain en fonction des succès du jeu. Voilà, et oui, c'est ça, des résultats.
c'est la logique des foules où l'individu est entraîné par justement la foule. Et s'il y a une entité dénuée de sentiments, de principes, c'est bien la foule. Là, on peut transposer ça sur d'autres registres qui n'ont rien à voir avec le sport. Mais dans le sport, c'est très spectaculaire. On le voit récemment dans les stades ces jours-ci, comment ils se mettent à casser, etc. Et les mêmes personnes qui adulent les mêmes clubs et les mêmes footballeurs, le lendemain, se mettent à les vouer aux gémonies, à les insulter, à les injurier. Et là aussi, c'est un des aspects de ce roman, comment une société, un microcosme de société qui en réalité reflète l'ensemble de la société, peut changer du tout au tout. Et elle, à son corps défendant, elle vit, elle est confrontée à cette triste réalité. C'est parce qu'on voit aussi, on l'entrevoit dans le roman, vous ne faites que le suggérer, mais on voit aussi que très souvent, les foules, les gens en général, trop souvent vivent par procuration à travers la vedette. Et donc, dès que la vedette sportive, artistique, ce que vous voulez, voire politique, parce qu'aujourd'hui la politique très souvent vire au spectacle, aux États-Unis c'est carrément, ça vire carrément à la farce. Dès que la vedette ne répond plus aux attentes de la foule, il y a comme une rupture de contrat. Je t'adule, mais à condition que tu m'offres un miroir valorisant. Oui, c'est le phénomène de l'identification. Tout à fait. Avec ces deux versants, le côté positif et négatif. Et bien sûr, la foule, on lui a appris tout, sauf la distanciation, sauf au moment de la passion, à garder sa raison, à garder sa lucidité. Et sinon, ce ne serait pas la foule. Parce qu'elle a sa propre logique, la foule. Et elle découvre aussi le mercantilisme et la marchandisation effrénée du sport, du football, qui est le sport roi. Et elle dit, il ne manquerait plus que les joueurs soient indexés au cours des matières premières. Oui, absolument. Et d'ailleurs, j'utilise le terme d'esclavage. Tina elle-même l'utilise d'ailleurs, vous le mettez. Voilà, elle l'utilise parce que elle est... Oh, bien sûr, il y a un aspect merveilleux du football professionnel, mais le côté marchand, le côté mercantile, et elle découvre avec effroi qu'elle est vendue, qu'elle peut être vendue, elle et d'autres, comme une marchandise, comme un produit marchand, et pire, que c'est une réalité, bien sûr, du monde footballistique, oui, qu'on loue des joueurs. Qu'on les prête. Oui. Voilà, on les prête, on les emprunte. Et ça, on ne sait pas, et ça l'interroge, ça la travaille en profondeur, et jusqu'à la faire décider de quelque chose. Ah oui. Oui, de quelque chose d'ailleurs qui est en totale rupture avec l'adulation qu'on voue à l'argent et au succès matériel. Et justement, ça fait aussi réfléchir sur tout l'argent que brasse le sport professionnel en regard des domaines qui devraient justement capter ces subsides et cet argent-là. Mais on se dit aussi, et on revient à la foule, que c'est la foule elle-même, c'est le public lui-même qui justifie tout cet argent brassé, puisque c'est lui qui est constamment tourné vers le sport. Et on connaît des gens qui connaissent plus la biographie de leur joueur préféré que le bulletin scolaire de leur fils ou de leur fille. Absolument, hein. Parce que la foule, elle est manipulable, hein, merci, hein, exploitable et elle est dirigée. Elle est dirigée et en retour, elle dirige. Voilà, c'est cette dialectique diabolique. Certes, mortifère, c'est le moins qu'on puisse dire. On va revenir avec justement au sujet de la foule et du star system aux médias dont vous êtes un spécialiste. Cependant, si vous permettez, messieurs, dames, on va opérer un petit intermède, toujours littéraire, puisque c'est le moment de notre livre de chevet qu'on va feuilleter ensemble, comme d'habitude, après le jingle.
vous propose de découvrir l'honneur de Saint-Arnaud, et je vous rassure tout de suite, le titre est ironique, de François Maspero, cet auteur, mais aussi cet immense éditeur qui a été un grand soutien aux causes de lutte de libération nationale, qui a été notamment l'éditeur d'Henri Allègre, La Question, et puis de l'immense Frantz Fanon aussi. Et François Maspero lui-même va écrire un ouvrage publié en Algérie, L'honneur de Saint-Arnaud, et je vous propose de découvrir déjà la préface dans laquelle il nous dit « J'ai écrit ce livre en 1992, 30 ans après la fin de la guerre menée par le peuple algérien pour son indépendance. À la date où je l'ai publié, il semblait que la guerre d'Algérie, qu'il met entre guillemets, parce que lui, bien sûr, en tant que révolutionnaire, considère que c'est une révolution, resterait à jamais enfouie dans les mémoires françaises comme une énorme tâche dont aucun des acteurs, et ils furent des millions de Français, se garderait bien de jamais évoquer. D'ailleurs, cette année-là, un sondage réalisé par la revue L'Histoire indiquait que 59% des Français considéraient que la présence de la France avait été une bonne chose pour l'Algérie. 56% des Français en 1992. Depuis, la mémoire revient lentement, mais enfin elle revient. En France, des généraux tortionnaires en parlaient. L'un d'eux a même été traduit devant les tribunaux et condamné. Non pour avoir commis, comme il l'avouait froidement dans ses souvenirs, des crimes contre l'humanité, car c'eût été mettre dans le bain la totalité du commandement français de l'époque et des dirigeants politiques qu'il avait mandatés, mais hypocritement pour apologie de crimes contre l'humanité. C'est-à-dire qu'ils s'en étaient vantés. Désormais, d'anciens soldats français témoignent, plus question, comme dans les années 60, de traiter d'anti-français, de traîtres à leur patrie, ces témoins et ceux qui le soutenaient et les publiaient, comme ils soutenaient et publiaient les positions de la résistance algérienne, et François Maspero en sait quelque chose. Il reste qu'en dépit des efforts d'historiens des deux côtés de la Méditerranée et de leurs travaux approfondis, cette histoire récente reste moins étudiée que bien d'autres champs historiques de la même époque, puisque dans le pays des droits de l'homme et tout, de même qu'on se tait sur Gaza, de même qu'on a du mal à évoquer la guerre d'Algérie. Et je reviens vers mes chers invités et vers notre Camilla, qui va encore une fois se retrouver face à un dilemme et qui est très moderne pour l'époque, à savoir, et qu'on retrouve jusqu'aujourd'hui, et qui est presque récurrent, au point d'affoler les sociologues, enfantés dans un monde en crise, dans un monde troublé, dans un monde en butte aux guerres, etc. Est-ce de l'optimisme ou de l'inconscience? Et ce sont des questions que se pose tout couple qui est amené à... Exactement, à y penser. Certes, c'est aussi ce qui torture Camilla, parce que c'est une fille qui a l'habitude de tout planifier, comme lui a enseigné son papa, d'analyser les choses. Et je parle aussi du mode, comment ça se passait avant. La fille, elle part chez le gynécologue et il y avait c'est-à-dire on prend des contraceptifs ou pas. Donc il y avait déjà cette notion dans les années 80. Est-ce que vous voulez des enfants ou pas? Mais bien sûr, la grand-mère ne voulait pas entendre de tout cela parce qu'ils ont toujours peur de la stérilité, des malformations. Ils n'étaient pas encore assez, disons, cultivés, je parle de certaines grand-mères, pour assimiler toutes ces nouveautés. Mais son père, il était justement pour tout cela, étant donné qu'elle était toujours étudiante, qu'il était toujours étudiant, et que c'est les deux familles qui vont les prendre en charge dans un cheminement logique et apaisant. Donc ça se faisait. Beaucoup de familles ont pris une belle fille qui étudiait, mais ils étaient là, waqfin alayhom, c'est-à-dire les deux familles. Et Camilla, elle est là, à planifier, ils vont reprendre leurs études, etc. Et paf, elle commence à vomir, à avoir des nausées.
Et un beau jour, elle fait un gros malaise, donc c'est la panique générale. Heureusement que sa tata Hamida, elle est juste là, Fhaouch Bir Ali. Elle vient avec sa cousine, donc je mets donc sa cousine, voilà. Oui, vous montrez toute cette solidarité. Exactement, et puis elle prend la décision, parce qu'elle a énormément maigri. De faire un bilan. De faire un bilan. Et là, donc, elle est choquée. C'est le choc, elle est dans le déni. Comment ça? Comment ça? De quel droit tu es venue? De quel droit? Je ne veux pas de cette grossesse, etc. Je ne suis pas malade, je suis juste enceinte. Donc, rien ne va changer. Et elle trouve un peu cette formule magique pour accepter ce qui va, ou ce qui est en train, voilà, de naître donc, dans son ventre, dans ses entrailles. Et il y a la toile noire qui commence un peu, voilà, il y a des perturbations. Donc, elle lui demande de sécuriser le haouch, de faire construire des baraudages, parce qu'elle ne se sent pas bien, elle est un peu déprimée. Mais c'est qui va l'aider? Ce n'est pas son père cette fois-ci, c'est sa cousine, et qui est son amie. Donc, je mets en avant sa cousine, qui a choisi d'être à Bebzoua parce qu'elle est avec sa cousine, parce que justement, on lui réserve autre chose dans cette saga. Et là, elle lui offre, et c'est la première qui va lui offrir, de Claude Pernou, j'élève mon enfant. Et là, Camilla, comme par magie, elle est plus sereine, voilà, elle lui dit, écoute, au lieu de me ramener la grossesse pour savoir ce que tu me ramènes, et elle est apaisée, et elle commence à accepter cet enfant, et elle va continuer à étudier, elle se dit, et elle leur dit, je ne suis pas malade, je suis juste enceinte, parce qu'elle est un peu dans une autre vision européanisée. Elle voit comment ça se passe dans les livres, que c'est normal, que c'est une grossesse, qu'il y aura quelques symptômes, qu'il y aura l'ouham, elle est en train de se découvrir le bébé. Et à partir de là, il y aura d'autres voilà, péripéties. Mais surtout, elle rentre dans la grande tradition tout simplement de l'espèce humaine. Et on songe à quel point on s'angoisse aujourd'hui face à la paternité, à la maternité, alors que la démographie était un enjeu révolutionnaire, puisque face à l'extermination que nous avions vécue et que vivent aujourd'hui les Palestiniens et les Razaouis en particulier, enfanter, faire des enfants, ça devient un acte de résistance. Tout à fait. Et elle, quand elle a le soutien, parce que bien sûr c'est tout le monde qui a pris cette merveilleuse nouvelle avec joie, donc tout le monde fêtait, ils les ont invités à dîner, ils ont invité les parents de Camilla, mais elle était triste. Mais c'est en les voyant, en voyant toute la joie, et puis en Algérie, le baraka, c'est-à-dire même, c'est ça. Et elle commence à comprendre. Donc, donc elle ne s'est pas encore habituée à son nouveau rôle, qu'elle est déjà future maman sans expérience. Elle le sait. Mais c'est toute cette volonté, toute cette joie autour d'elle, elle sait qu'il y aura des gens qui vont la former. Ce qui manque aux familles nucléaires aujourd'hui. Exactement. Alors tout de suite... D'où la redondance, partant de vous interrompre, oui, d'où la redondance de ce qu'on appelle aujourd'hui la dépression postpartum. Exactement. Et il y a même la grand-mère de Mounir, donc Mamadouja, qui descend du cabanon, qui était à Akfou. En entendant cette bonne nouvelle, donc pour elle, il faut lui donner à manger, s'occuper de cette jeune future maman, donc avec les dostazmen, les préparations et tout. Et quand elle voit tout cela, comment ils se sont inquiets pour elle, donc elle a repris le dessus, parce que Camilla, elle est forte, elle se dit, bon, ce n'est pas un bébé qui va m'empêcher. Ce n'est pas la fin du monde, c'est sa continuation. C'est sa continuation, exactement. Et on va revenir justement sur la suite que vous nous réservez. Cependant, on va se tourner vers M. Najib Stambouli et sa footballeuse, notre footballeuse, puisqu'on va l'adopter tout au long de ce récit. Et on va vivre avec elle ses succès. On va se solidariser aussi avec ses prises de position très courageuses. Et on va se solidariser avec elle comme on s'est solidarisé avec une de nos athlètes, justement, lorsqu'elle est en but à la persécution médiatique. Et là, impossible en lisant ce roman de ne pas penser à l'épisode d'Iman Khalif. Tout à fait. Oui. Avec cette versatilité des médias, notamment étrangers, face à l'Algérienne, qui est d'emblée coupable sans... Oui, parce que c'est une Algérienne et facteur aggravant, elle est femme. Voilà, et bien sûr, alors que ça aurait dû être un facteur valorisant. Oui, chez les progressistes, voilà. Et, qui nous amènent les lumières et tout et tout. Bien sûr, la footballeuse a été écrite avant le phénomène Iman Khalif,
que je connaissais bien sûr, mais uniquement comme journaliste. Mais sous ma casquette de journaliste, je connaissais son existence, mais sans plus. Oui. Il n'était pas champion. Oui, l'épisode des Jeux Olympiques Oui, n'était oui, pas encore. il n'était pas champion olympique. Donc, mais je suis heureux qu'il y ait des corrélations un peu par le hasard. Le hasard a été un allié à la footballeuse, mais sur le côté médiatique, on aura vu à travers Iman Khalif à quel point les médias peuvent porter en nous, mais en même temps, surtout européens, ceux qui malheureusement sont vécus, sont tenus comme une référence et dont on a su les travers, les horribles travers, notamment contre le génocide de Reza, passé sous silence, sous embargo absolu, et sur un autre registre, moins tragique, mais peut-être pour Iman Khalif, il aurait pu le devenir. Et pour Tin Hinan aussi dans le roman. Oui, oui, absolument. Il y a ce poids de la société, elle est soumise à des pics, à des méchancetés gratuites, comme toutes les méchancetés qui se respectent. Et voilà. Et puis, c'est un des aspects qui sont soulevés dans le roman. La joueuse de Najib Stambouli que vous pourrez découvrir. La footballeuse, pardon, oui, la footballeuse, oui, de Najib Stambouli qui va nous emmener justement avec elle sur les stades et dans sa très belle carrière. Merci beaucoup Najib Stambouli d'avoir été parmi nous. C'est à moi de remercier Canal Algérie. Merci beaucoup. Alors, très rapidement, pour le mot de la fin, que nous réserve la suite? Y aura-t-il une troisième? Oui, il y aura la suite. Puisqu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Exactement. Donc, il y aura la suite parce que je veux toujours que mes romans commencent avec une épreuve douloureuse et la reconstruction humaine. C'est ça un peu mon but, c'est de se dire, quelle que soit l'épreuve que nous allons passer, avec notre soutien moral, que ce soit un époux, un fiancé, des amis, la famille, il faut justement tendre la main pour dire que nous sommes en détresse, pour qu'on puisse nous aider. Et ça se termine par voilà, beaucoup de questionnements et puis par un événement très douloureux. Et puis dans le troisième, nous allons recommencer à voir cet événement douloureux et voir comment Camilla va se reconstruire et toute sa famille. Justement, donc la solidarité, montrer les travers de la société tout en montrant aussi ses grandeurs et comment elle dépasse ses travers. C'est ce que vous trouverez dans l'œuvre de l'Andalousie en général et dans Camilla, la voix de la Renaissance. Merci beaucoup, d'avoir été parmi nous. Merci. Je rappelle aussi la footballeuse de Najib Stambouli qui va vous feinter malgré tout ce dont on a dit. Il y a encore beaucoup de surprises qui vous y attendent. Merci à vous, chers amis, de nous avoir accueillis chez vous. Inch'Allah, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous dis à très bientôt.